для защиты России и нашего народа. L'option de la guerre peut apparaître a priori la plus rapide. But there's only one guaranteed way you can have peace. زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي ومعنوي. They are fighting for the right of self-determination. 13 gone and not forgotten. We got 18 on Mountbatten. نحن مستعدين لأي اشتباك وفي أي لحظة وفي أي وقت. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. Le 8 octobre 2023, et le Hezbollah libanais indiqué avoir tiré des missiles sur Israël. Le deuxième front, certes beaucoup plus limité, mais qui mobilise aussi les troupes israéliennes. Le 8 octobre 2023, le Hezbollah va effectivement lancer ce qu'il appellera un front de soutien en solidarité avec Gaza. À ce stade du récit, nous avons compris à travers l'épisode précédent que lorsque Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, lance l'opération Déluge d'Al-Aqsa le 7 octobre 2023, il prend de court finalement le Hezbollah, l'Iran et la direction politique du Hamas au Qatar. S'il était évident que le mouvement islamiste palestinien s'entraînait avec l'aide de ses alliés à ce type de tactique, à savoir réaliser une intrusion au territoire ennemi, ni les responsables politiques ou militaires israéliens ni même les propres alliés du Hamas au sein de l'axe de la résistance, ne prenaient la mesure des conséquences d'un passage à l'acte. Israël ignorait les indices montrant la mise en application de ce plan, et le Hezbollah n'appuyait pas cette opération dont il ne connaissait ni la date ni l'ampleur, qui pourtant allait bouleverser les équilibres en place et la stratégie régionale. C'est tout l'axe de la résistance qui, de l'Iran jusqu'à Gaza, en passant par l'Irak et la Syrie, le Liban et jusqu'au Yémen, doit digérer cette opération et l'ampleur qu'elle a pris tant militairement que médiatiquement. Si nous avons donc répondu précédemment à la première partie de la question que de nombreux analystes militaires ou politiques se posent le 7 octobre, à savoir pourquoi le Hezbollah n'a pas attaqué conjointement ce 7 octobre, il reste à savoir pourquoi et comment il va entrer à minima dans ce qu'il va appeler le front de soutien à Gaza à partir du lendemain. Souvenez-vous que le récit de cette guerre s'appuie notamment sur le témoignage exceptionnel d'un haut responsable militaire du Hezbollah, Jawad, que nous avons pu rencontrer à Beyrouth en septembre 2025. Que par ailleurs, nous avons eu accès à des documents du Centre de recherche et de documentation liés au Parti de Dieu, notamment la guerre des premiers braves, qui analyse ce conflit d'un point de vue stratégique, et que nous avons pu interviewer aussi un responsable politique de la formation chiite libanaise, ancien ministre et député, Hussein Haj Hassan. Au cours des 14 épisodes que compose ce documentaire, nous débattons de cette guerre, de l'axe de la résistance, de ses chefs, de son histoire, de son infiltration également et des assassinats qui en sont suivis, de l'utilisation de l'intelligence artificielle militaire, des objectifs et des moyens de cette guerre, des stratégies et des tactiques utilisées, ou encore des conditions du cessez-le-feu, mais surtout des enjeux d'une guerre asymétrique. Le sujet de ce documentaire, la guerre, la stratégie militaire, est évidemment très sensible et certains propos, tenus par des intervenants qui n'engagent qu'eux-mêmes, pourraient heurter des auditeurs. Cependant, l'objectif reste d'apporter des éléments à un débat public et de débattre de faits et de positions politiques affirmées par plus d'une quinzaine d'intervenants au cours de ces 14 épisodes. Ils sont chercheurs, analystes, anciens officiers ou membres des services de renseignement, et l'auteur ou les producteurs de ce podcast ne partagent pas forcément leur point de vue. Il s'agit de Agnès Levallois, analyste spécialiste du Moyen-Orient et présidente de l'IREMO, Aurélie Daher, chercheuse spécialiste du Hezbollah,
autrice d'un livre majeur sur la question, Michel Goya, ancien colonel de l'armée de terre française et historien. Guillaume Ancel, ancien colonel de l'armée de terre française, Olivier Masse, ancien officier de l'armée de terre, puis responsable à la DGSE, notamment chef de poste à Beyrouth, mais aussi les Libanais, Rafi Madayan, ancien responsable du Parti communiste libanais, docteur en sciences politiques, analyste spécialisé sur les relations internationales, Mohamed Rawaja, député du mouvement Amal au Liban, parti allié au Hezbollah au sein du Parlement, et auteur de nombreux traités sur la stratégie militaire. Général Abinader, ancien responsable du renseignement militaire libanais. Général Farhat, ancien directeur des opérations et de l'orientation de l'armée libanaise. Et donc Hussein Haj Hassan, ancien ministre et député, qui figure parmi les fondateurs du Hezbollah en 1982. Je m'appelle Emmanuel Iriart et vous écoutez Récits stratégiques, la guerre asymétrique au XXIe siècle, le cas du Hezbollah libanais, un podcast produit par Images d'ici et d'ailleurs. Épisode 2, de quoi le front de soutien est-il le nom? أساطيلكم في البحر الأبيض المتوسط هذه لا تخيفنا ولم تخفنا في يوم من الأيام إن أساطيلكم التي تهددون بها لقد أعددنا لها عدتها أيضا. Notre récit reprend donc le lendemain du 7 octobre à Beyrouth, plus exactement dans la banlieue sud que l'on appelle Darrié, un fief du Hezbollah. C'est là que, depuis la guerre civile, il a implanté ses bureaux, mais aussi toutes ses institutions médiatiques, caritatives, sociales, religieuses et aussi militaires. Car le Hezbollah est avant tout, depuis 1982, une résistance militaire à l'occupation israélienne. Au moment où le Hamas décide de déclencher l'opération Déluge d'Al-Aqsa, Israël semblait craindre beaucoup plus une opération de ce type, mais de plus grande envergure opérée par le Hezbollah, qui semblait s'y entraîner aussi, notamment à l'aide de ces nombreux tunnels qui auraient pu jouer ici un rôle offensif. Car désormais, le Hezbollah possède cette carte offensive et une masse suffisante pour ce type d'opération de type prendre et tenir, que certains analystes envisageaient depuis 2007. L'axe est très important. Guillaume Ancel, ancien colonel de l'armée française et écrivain. Il faut le rappeler, c'est vraiment le Hamas en fait est sans doute le groupuscule le moins organisé, le moins militarisé par rapport aux autres. L'armée à proximité d'Israël, la seule armée, c'est le Hezbollah. Le Hezbollah est une armée, le Hamas est un ramassis de miliciens, alors que le Hezbollah, c'est une armée organisée par l'Iran, très structurée, qui est connue pour être disciplinée et très combative. Par contre, lacune, beaucoup liée à la Russie, ils disposent de très peu de matériel anti-aérien, ce qui va leur coûter cher. C'est eux qui dominent le Liban, c'est-à-dire qu'en fait, l'État libanais, qui a toujours été considéré d'ailleurs par la Syrie comme étant une région, tout simplement, est totalement dominé par le Hezbollah. Ensuite, il y a le rôle clé de l'Iran, mais je rappelle que l'Iran n'a pas de frontière avec Israël. Donc quand on dit la pression iranienne sur Israël, elle est un peu virtuelle. C'est clair qu'il n'y a pas de troupes qui vont arriver aéroportées pour se battre contre Israël. Il y a un risque évident avec la Syrie, qui elle aussi a une frontière, c'est le plateau du Golan, avec Israël, mais la Syrie qui est en pleine désagrégation. Pourquoi ? Alors pardon, là j'ai pris un petit peu d'avance, parce qu'en fait la Russie est tellement empêtrée dans sa guerre contre l'Ukraine qu'elle ne peut plus soutenir El-Assad. Et par conséquent, elle a laissé tomber El-Assad. Attention, c'est important pour le Hezbollah, parce que quand la Syrie va tomber, le lien entre le Hezbollah au Liban et l'Iran, qui est la puissance qui voudrait la maîtriser, n'est plus géographique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut traverser la Syrie pour aller aider le Hezbollah. Donc ça va compter beaucoup sur la suite. Si le 7 octobre, Israël a été totalement surpris par Déluge d'Al-Aqsa, comment aurait-il pu réagir face à une offensive massive depuis ses frontières nord et sud, et si en parallèle de nombreux vecteurs, drones ou missiles balistiques étaient tirés, l'État hébreu, qui dispose d'un budget largement supérieur à la somme de toutes les armées arabes, aurait-il pu,
contenir cet assaut coordonné. Oui, je pense que effectivement, vous avez raison, c'est comme ça que ça s'est passé. Michel Goya, ancien colonel de l'armée française et historien. Sinon, de toute façon, sinon il y aurait eu une attaque simultanée entre Hezbollah et Hamas, si ça avait vraiment été coordonné, plus éventuellement des attaques de la part du Liban et de toutes les organisations parallèles, les Houthis, les organisations syriennes, etc. Il y aurait une attaque un peu comme à la manière d'octobre 73 avec une attaque simultanée des Syriens et des Égyptiens, afin de combiner, de multiplier les effets. Ce qui, au passage, aurait été extrêmement difficile à gérer pour les Israéliens, incontestablement. Mais oui, non, apparemment, le Hamas et le Hamas Gaza a un peu fait cavalier seul dans cette affaire et a surpris tout le monde et a fait entraîner un peu tout le monde dans sa guerre, un peu globalement malgré eux. Le Hezbollah avait effectivement une capacité de mener des raids assez conséquentes, mais les Israéliens le savaient, le sentaient. Si tous ces moyens avaient été mis en œuvre en même temps que le Hamas, plus l'Iran simultané, c'est tout. Voilà, c'est une attaque coordonnée simultanée le 7 octobre de tous les côtés. Ça aurait été très compliqué. C'est-à-dire que là, tout le système, par exemple, de défense anti-aérien, défense aérien israélien aurait peut-être été saturé. Ça aurait été très compliqué de faire face à toutes ces, déjà ça, toutes ces menaces volantes venant de tous les côtés. Ça aurait été très, très compliqué. Les dégâts auraient certainement été très importants du côté israélien. Et puis, ils attaquent au sol, les attaques terrestres, donc à la fois du côté de Gaza et en même temps sur la frontière. Ça aurait été possible aussi. Qu'est-ce que ça a redonné tactiquement? Ça, c'est difficile à dire. C'est toujours très compliqué. Je pense pas le Hezbollah ait pu arriver jusqu'à Haïfa, mais bon, l'ampleur de l'attaque du 7 octobre, on pensait pas que ce soit possible non plus. Donc on peut toujours être surpris, mais le Hezbollah avait, oui, de bonnes capacités offensives aussi au sol. Voilà, et heureusement pour Israël, tout ça n'a pas été lancé en même temps, quoi. Et Israël a dit, OK, finalement, on fera un ennemi après l'autre, mais on va profiter de cette occasion quand même pour sinon détruire, on y revient à ce qu'on disait tout début, c'est très compliqué, mais au moins écraser et neutraliser très fortement nos ennemis, et on aura ainsi, sinon la paix, du moins une forme de sécurité pendant encore de longues années. Nous disions que le Parti de Dieu avait connu un accroissement concomitant d'un gain d'expérience depuis 2006. En effet, si le Hezbollah reste un mouvement clandestin libanais et qu'il ne recrute qu'au sein de la communauté chiite du pays, il bénéficie d'une grande popularité au sein de ceux qui furent longtemps mal considérés et qui formaient presque une communauté classe marginalisée dans le pays contrôlé par les chrétiens pourtant minoritaires, associés aux sunnites. Si le parti politique connaît une forte adhésion au Liban et même au-delà de la communauté chiite, il est difficile de se risquer à évaluer aussi bien sa dimension politique réelle que sa capacité militaire. D'une part parce que la constitution du Liban ne permet pas de désigner un parti majoritaire au sortir d'une élection, en préférant une division du pouvoir entre chrétiens et musulmans à 50%, sans que cela ne permette de dégager une majorité sur la base un homme, un vote. Et que sur le plan militaire, s'il arrive au Hezbollah de dévoiler quelques missiles ou drones dans un clip de propagande, ou de faire manœuvrer ses unités devant la presse, cela reste le plus souvent de la communication, masquant à l'ennemi les vrais enjeux et préparatifs. Ainsi, que penser lorsque son secrétaire général, Hassan Nasrallah, avait proclamé en 2019 que ses effectifs atteignaient désormais plus de 100 000 combattants. Ouais, faut voir ensuite ce que ça veut dire, 100 000 combattants. Olivier Masse, ancien officier et chef de poste de la DGSE à Beyrouth. Est-ce qu'ils sont vraiment intégrés dans des structures commandées avec donc où il y a une capacité de mobilisation qui pouvait peut-être arriver à cet état-là, mais à ce niveau-là, mais bon, nous on pense plutôt à plusieurs dizaines de milliers de combattants, plutôt, 30, 40 000. De manière plus raisonnable.
Les engagements du Hezbollah depuis 1982 au Liban, mais aussi en Syrie à partir de 2015 auprès des forces russes et de celles de l'armée régulière, loyale à Bachar al-Assad, lui ont permis de disposer d'une infanterie très organisée, très disciplinée, capable désormais de passer à l'offensive, ainsi que d'une force de frappe via des missiles ou des roquettes de plus en plus nombreux et précis. Hezbollah, qui est de toute façon sur le papier une organisation qui est beaucoup plus puissante que le Hamas militairement. Michel Goya, ancien colonel de l'armée française et historien. Qui n'avait pas fondamentalement changé de modèle, de modèle militaire, mais qui l'avait considérablement amélioré, avec notamment une capacité de frappe avec l'aide de l'Iran, qui s'était considérablement développée. Et donc ça, les Israéliens le voient, hein, c'est-à-dire qu'ils disent, voilà, en face de nous, une force de frappe désormais qui peut frapper sur tout le pays, qui peut frapper Tel Aviv, qui peut frapper puissamment, quoi. Donc ça, c'est évidemment, c'est extrêmement dangereux. Et des capacités aussi terrestres qui se sont développées, l'infanterie du Hezbollah qui s'est développée, des forces spéciales du Hezbollah qui se sont développées, et avec cette idée que oui, le Hezbollah peut tenter, refaire le coup du 12 juillet 2006, mais en plus grand, en plus nombreux, à plusieurs endroits. Et donc les Israéliens étaient très attentifs là-dessus, ils avaient les yeux rivés sur le Hezbollah, avec éventuellement cette idée assez classique d'ailleurs d'attaquer préventivement. Et donc, ils ont aussi modelé un petit peu tout leur modèle pour l'organiser, pour attaquer le Hezbollah. Et puis finalement, l'attaque est venue de Gaza, ça a surpris effectivement à peu près tout le monde. Son ampleur a surpris là aussi très probablement tout le monde. Et à partir de là, de toute façon, forcément, la guerre allait se reporter à Gaza et elle serait terrible. Et il bénéficie en 2023 d'une profondeur en Syrie pour entraîner ses hommes, stocker ou développer du matériel, et surtout, le plus important dans une guerre, avoir une chaîne logistique et ainsi se réapprovisionner en devises et en armes via Damas, depuis l'Iran en passant par l'Irak. Les Israéliens, eux, et le Hezbollah, en gros, depuis la guerre de 2006, ils se regardent un peu en chien de faïence, et du côté israélien, il y a quand même un peu cette idée que ça n'a pas bien marché, il y a une humiliation un peu à venger, et donc on concentre tous ces efforts du renseignement par exemple, ce qui va donner par la suite les succès israéliens, et par la suite, c'est par le fait que, en gros, ils veulent obtenir à la revanche. Donc ils préparent très bien la guerre contre le Hezbollah, pour faire simple. Dans les réunions du cabinet israélien, enfin des services de sécurité, juste avant l'attaque du 7 octobre, il n'est question que du Liban. Il n'est absolument pas question de Gaza et du Hamas, que l'on considère comme étant finalement un peu neutralisé, quoi. Le dernier grand combat, contre le Hamas, il datait de 10 ans, quoi. Il datait vraiment de 2014, que ça a été violent. Par la suite, le Hamas a fait un peu profil bas. La guerre de 2021 à Gaza, c'est contre le djihad islamique. Et justement, le Hamas n'y participe pas. Donc, il y a une sorte de négligence de cette menace. Mais ces moyens restent limités. Même ceux de l'Iran, finalement, surtout face à la puissance nucléaire israélienne et son soutien inconditionnel par les États-Unis d'Amérique. C'est en fait le propre des mouvements de résistance qui affrontent de telles puissances militaires, comme le Viet Minh par exemple, ou plus récemment la Serbie, et dont la stratégie est celle naturellement de la guerre asymétrique. En fait, ce qui est très déstabilisant dans une guerre asymétrique, c'est que on l'appelle aussi guerre du faible au fort. Guillaume Ancel, ancien colonel de l'armée française et écrivain. On ne se bat pas avec les mêmes armes. Par exemple, on a des régiments de combat avec des chars, l'infanterie, de l'artillerie, mais en face, il n'y en a pas. On bombarde, mais en face, il n'y a pas vraiment de défense, donc on n'est pas sûr de ce qu'on est en train de détruire. On pense qu'on contrôle une zone, parce qu'on s'en est emparé militairement, mais toutes les nuits, on se fait harceler par des groupes de partisans qui viennent tirer sur les soldats qui montent la garde. En fait, ce n'est pas une opposition classique, je vais dire, la représentation de la guerre telle qu'on se la fait dans les différents traités, sur ce qui n'est pas vraiment un art, mais plutôt une confrontation permanente, c'est une confrontation permanente avec des moyens totalement déséquilibrés. Et en fait, dans une guerre asymétrique, la caractéristique, c'est que le protagoniste, le faible, je veux dire, il va utiliser toutes les failles du fort. Il va utiliser, par exemple, la lourdeur de sa logistique. Donc, il va s'attaquer plutôt à la logistique. C'est ce qu'a fait l'Ukraine.
Quand les Russes ont voulu envahir Kiev, après l'échec de leur opération spéciale, en fait, les Ukrainiens sont surtout attaqués à la colonne logistique gigantesque qui était derrière, le rouleau compresseur, dont ils se doutaient bien que l'arrêté, c'était de se faire écraser. Mais c'est un rouleau compresseur qui avait besoin de milliers de tonnes de fuel et de munitions tous les jours, et que donc, s'ils asséchaient le tuyau qui était derrière, le truc devait s'arrêter, faute de munitions et de carburant. Là, dans la guerre asymétrique, ce qui est très compliqué, c'est que l'ennemi, entre guillemets, ne respecte aucune des règles classiques de l'affrontement. Il évite l'affrontement classique dont il serait immédiatement écrasé. Il sait bien qu'il n'a aucune chance face à l'armée classique de Tsahal. Donc il va chercher les failles dans toutes les possibilités et il va chercher les endroits et les moments où l'armée conventionnelle est lourde, maladroite, qu'elle a du mal à s'adapter. C'est donc par cette méthode asymétrique de harcèlement depuis des positions provisoires dans le sud Liban et via un réseau de tunnels qui jouxte la frontière, malgré le déploiement de la finule, que le Hezbollah va décider de s'impliquer le 8 octobre au matin, essentiellement en tirant donc des roquettes à courte portée. Mais comment justifie-t-il ce passage à l'acte qu'il n'a pas systématiquement franchi lors des conflits précédents depuis 2009 opposant le Hamas ou le djihad islamique à l'État israélien? Jawad, officier supérieur du Hezbollah. Il y a deux parties dans cette question. La première partie, quels sont les motifs, quelles sont les justifications du Hezbollah pour entrer dans cette guerre de soutien? Comment la décision a été prise et justifiée? Une partie de la réponse est désormais publique. Je voudrais ici me concentrer sur les justifications du Hezbollah. La question étant pourquoi pas? Pourquoi ne pas soutenir? L'Amérique a envoyé des conseillers à des milliers de kilomètres. Ils ont envoyé des conseillers pour soutenir Israël. Ils ont commencé à apporter un soutien direct, consistant, massif. En quoi les États-Unis auraient plus le droit d'aider leurs alliés alors que d'autres forces n'ont pas le droit de s'entraider? Premier point. Sur un plan national libanais, nous ne sommes pas des amateurs. Nous avons une capacité d'analyser les évolutions politiques, stratégiques, etc. J'ai dit que c'était le plus beau jour de ma vie, mais à partir de ce jour-ci, nous avons compris que tout a changé. Parce que ce qui est arrivé à cet État dépasse de loin ses capacités à le supporter. Et toutes les idées reçues sont tombées ce jour-ci. Il semble donc qu'après leur dernier affrontement en 2006, les deux ennemis se préparaient à un autre conflit d'une toute autre dimension. Les services de renseignement des deux côtés de la ligne bleue s'évaluaient afin de connaître les faiblesses et d'anticiper le moindre mouvement laissant percevoir une mise en action d'un plan offensif ou une quelconque opportunité pour ouvrir les hostilités. Finalement, c'est le Hamas qui va donner cette opportunité en ouvrant un front sur lequel Israël ne s'attendait à rien, tellement sûr que la clôture de protection, les assassinats et la surveillance annihilaient les prétentions du groupe palestinien. Et ce qui a été dit et fait a prouvé le bien fondé de notre décision. La guerre contre le Liban devait commencer le 11 octobre 2023 selon le calendrier israélien. Puis, la deuxième fois qu'ils ont décidé d'entraîner un peu plus loin le Liban dans la guerre, c'était en mai 2024. La troisième date étant novembre 2024. Notre conviction, c'était qu'Israël n'allait pas attendre la fin de la guerre à Gaza pour déclencher la guerre contre le Liban. C'est pour ça qu'on devait prendre l'initiative. Alors, cependant, il y avait plusieurs dimensions. La dimension opérationnelle d'abord. On ne pouvait pas rester statique face à une situation qui est dynamique, qui est en train de changer. Ensuite, à un deuxième niveau, il y avait des raisons liées à la dimension nationale. Et pour moi, le plus important reste la dimension morale. Je vous rappelle que nous avions été en Bosnie pour défendre les opprimés à l'époque. Et nous avons soutenu la Palestine depuis la création de Hezbollah. Depuis sa création, Hezbollah se tient aux côtés du peuple palestinien, de la résistance palestinienne. Nous avons toujours soutenu toutes les causes justes de par le monde. Si l'on s'attarde sur les documents que le centre de recherche lié au Hezbollah
a mis à notre disposition, il semblerait que depuis 17 ans, Israël en fait préparait sa vengeance et que paradoxalement, le Hezbollah s'apprêtait à l'en empêcher. Pour comprendre ce point de vue, il nous faut revenir en arrière. À la fin du conflit de 33 jours en 2006, une commission d'enquête est mandatée par le gouvernement israélien afin d'analyser les raisons de cet échec qui, au-delà de l'incapacité d'éradiquer le Hezbollah, a failli dans la libération des 2 militaires retenus depuis l'opération du 12 juillet. Cette instance était présidée par le juge Eliaou Winograd, qui donnera son nom au rapport en question. Composé également de 2 professeurs, respectivement Ruth Gavison et Yezekel Dror, ainsi que 2 officiers, Menachem Enam et Chaim Nadel. Le 30 avril 2007 est publié donc un rapport préliminaire qui, s'il ne s'interroge pas sur les crimes commis par l'armée israélienne contre les civils au Liban, notamment à Cana en 2006, il conclut à des défaillances dans la conduite de la deuxième guerre au Liban et désigne entre autres le Premier ministre Ehud Olmert et le ministre de la Défense de l'époque comme responsables. Depuis cette autocritique, il semblerait que tous les moyens, en matière militaire ou de renseignement, mais aussi financiers, aient été alloués à ce projet de vengeance qui devait survenir tôt ou tard. Quoi que fit le Hamas ou le Hezbollah, Israël avait défini qu'il vengerait son honneur en éradiquant le Hezbollah et en envahissant probablement, une fois de plus, le Liban, bien au-delà du Litani, soit le fleuve du sud du pays. Et d'ailleurs, dès que l'occasion lui était donnée, il menait une campagne d'assassinat ciblé visant des responsables Hezbollahi ou des Pasdaran, soit les gardiens de la révolution iranienne, qui se trouvaient alors en Syrie, notamment près du plateau du Golan qu'Israël a annexé illégalement en 1981. Israël, là, il y a une sorte de petite guerre entre Israël et le Hezbollah qui a eu lieu en Syrie. Michel Goya, ancien colonel de l'armée française et historien. En réalité, c'est autant les Israéliens on n'a pas osé s'affronter directement sur la frontière, autant les Israéliens ont donné des coups quand même à l'Iran et au Hezbollah en Syrie. Voilà, un terrain un petit peu déporté. En suivant la presse israélienne ou les déclarations des responsables israéliens, comme l'a fait le centre de recherche lié au Hezbollah, il est clair que l'État hébreu se préparait à un nouveau conflit et qu'il désignait clairement son ennemi ainsi que le lieu de la bataille. Il préparait aussi bien son opinion publique que celle du Liban, qui peut parfois être hostile au Hezbollah, car au sud Liban, les tunnels du Hezbollah menaçaient au moins autant Israël que ses missiles contre lesquels une parade coûteuse avait été mise en place avec les systèmes d'hommes de fer, Fronde de David, Arrow et autres batteries états-uniennes antimissiles. Le document édité par le centre de recherche lié au Hezbollah, La guerre des premiers braves, que nous avons pu consulter, recense depuis 2008 pas moins de 10 menaces dans le discours officiel d'utiliser une force disproportionnée, 4 menaces de procéder à des attaques surprises et près de 20 menaces de cibler l'État, les institutions libanaises et de tenir le Liban tout entier comme responsable de la puissance croissante du Hezbollah, voire de le ramener à l'âge de pierre. Ceci ayant été couplé à pas moins de 8 manœuvres militaires officielles depuis 2006, indiquant des préparatifs certains. À quoi l'on peut rajouter des assassinats ciblés, notamment celui de Imad Mournier, le chef militaire du Hezbollah en 2008, ou dans une moindre mesure le fait de viser quasi systématiquement des transports ou du stockage d'armement en Syrie lors du déploiement du Hezbollah contre les forces d'Al-Qaïda au Levant. Sans oublier que l'opération des Pagers, dont on parlera plus tard, a elle débuté en 2018. Le 7 octobre, l'opinion publique israélienne découvre que la menace existentielle n'est plus iranienne à 2000 km ou simplement libanaise à sa frontière nord, mais est aussi présente à Gaza, où il lui faudra d'abord régler le sort du Hamas et résoudre celui des 250 otages détenus, qui pour une bonne partie des citoyens israéliens semblait alors une priorité. Et c'est vrai que les deux mouvements se rejoignent. Agnès Levallois, analyste spécialiste du Moyen-Orient, présidente de l'IREMO.
dans le fait de résister à Israël, de résister à la stratégie mise en place par Israël, et que les deux mouvements, en fait, sont dans la même stratégie contre l'État d'Israël, qui intervient régulièrement sur le territoire libanais en visant essentiellement les infrastructures du Hezbollah, avant même le 7 octobre. Tout comme à Gaza, la stratégie d'Israël, c'est régulièrement de faire des incursions, de mener des assassinats ciblés contre des responsables du Hamas. Et donc, il y a cette même stratégie des deux face à l'ennemi israélien, qui est cet acteur qui n'a de cesse d'intervenir sur ces deux territoires en dehors de tout respect du droit international. Donc, ce qui vraiment, à mon sens, unit finalement la stratégie de ces deux mouvements, et ce qui explique pourquoi le Hezbollah rentre dès le 8 octobre dans la guerre contre Israël en ouvrant un deuxième front en soutien au Hamas, pour bien montrer que, eh bien, il est toujours dans cette stratégie, dans cette logique de soutien au Hamas, mais qui est vraiment cette cause palestinienne, mais aussi dans sa stratégie contre Israël. Pourtant, le Hezbollah fait tout pour ne pas devenir la menace principale, ou dans tous les cas, de ne pas avoir à déclencher une guerre sans limite qui entraînerait le Liban dans un nouveau tourment, lui qui sort tout juste d'une crise financière. Le Hezbollah est manifestement coordonné avec le Hamas. Guillaume Ancel. Pas au sens d'avoir déclenché l'opération, on ne sait pas du tout si le Hezbollah était réellement informé de l'opération du Hamas du 7 octobre, mais ce qui est clair, c'est qu'ils ont réagi tout de suite en exerçant une pression très forte sur Israël, sur le nord d'Israël. Je rappelle qu'Israël, c'est une toute petite nation, hein. C'est la taille de la Belgique, et il y a 10 millions d'habitants. Donc forcément, elle est entourée de voisins qui lui sont clairement hostiles, et donc Israël se sent pris entre deux feux, d'une part le Hamas, qui en réalité, et j'insiste dessus, parce que après on va avoir une propagande Netanyahou extrêmement importante sur le sujet, le Hamas n'a jamais constitué une armée, et c'est pas une menace militaire contre Israël. Et la pression du Hezbollah au nord, qui là, est une pression militaire. Sauf que le Hezbollah n'a jamais cherché à envahir Israël. Et ça, les analystes militaires israéliens l'ont tout de suite vu. Ils ont bombardé, ils ont mis une pression terrible à la frontière, mais en restant toujours de leur côté de leur frontière. On n'est pas complètement sûr des raisons. Je pense que le Hezbollah ne sentait pas une intervention contre Israël, sauf à déclencher une intervention immédiate des États-Unis. Les États-Unis se dépêchent d'envoyer sur place des forces aéronavales conséquentes qui auraient probablement, avec leur bombardement aérien, détruit le Hezbollah, en tout cas ce qu'ils avaient d'important, de structurel. Hein. Quand je dis structurel, c'est très concret, hein. C'est des casernes, c'est des stocks de munitions, ce sont des états-majors qui n'ont jamais existé au Hamas, mais qui existaient bien sûr pour le Hezbollah. Et par conséquent, le Hezbollah ne franchira pas cette frontière physique et intellectuelle qui est de dire « je déclenche une guerre contre Israël ». Le Hezbollah, c'est une véritable armée très bien organisée, qui a un peu d'artillerie, pas une artillerie très puissante, plutôt une artillerie à base de roquettes, qui ne sont pas vraiment guidées, qui ne sont pas précises, mais qui permettent de mettre la pression sur les Israéliens. Elle n'a pas de défense solaire, elle n'a pas d'armée de l'air, et ça c'est une très grosse lacune parce qu'ils vont avoir à faire face essentiellement à des frappes aériennes et des frappes sur le sol israéliennes qui vont les mettre par terre. Normalement, le Hezbollah tire aussi une partie de sa force du fait du soutien de l'Iran, beaucoup plus puissant, pays gigantesque, hein, je rappelle, 90 millions d'habitants, 50 fois plus vaste qu'Israël, un pays gigantesque, avec des ressources énormes, et normalement, jusqu'à cette guerre, du soutien inébranlable de la Russie, qui faisait que quand on commençait à s'attaquer à la Syrie ou à l'Iran, la Russie arrivait immédiatement pour dire « vous ne dépassez pas cette ligne rouge ». Et là, ce qui est structurant en fait dans la suite du conflit, c'est que la Russie va disparaître. Elle n'a plus les moyens militaires qui sont engouffrés dans la guerre en Ukraine de venir défendre ses alliés. Et ça va coûter très cher à ses alliés. Il est vrai que les mouvements de troupes et de navires, ainsi que les annonces et postures états-uniennes dans la région, faisaient penser à une implication militaire assez imminente, ce que le Hezbollah devait prendre en compte
et qui vont le dissuader de lancer en riposte et en soutien une opération de grande envergure dans les mêmes proportions que celle de déluge d'Al-Aqsa. Elias Farhat, ancien général de l'armée libanaise. La capacité de mener pour le Hezbollah une action offensive, comme celle de prendre et tenir en infiltrant par voie terrestre par des tunnels, est présente. Mais la décision est d'adopter une stratégie défensive. Le Hezbollah n'est pas seul au Liban. Mener une opération d'envergure pour aller capturer les Israéliens et les ramener au Liban aurait provoqué des dissensions et des divergences internes. Alors qu'en Palestine, le Palestinien, lui, vit sous occupation. Il peut très bien justifier une action contre les Israéliens, prendre en otage les Israéliens, les capturer pour pouvoir les échanger contre des Palestiniens prisonniers ou pour réclamer la libération de sa terre. Le Hezbollah n'est pas dans la même position. Il doit, lorsqu'il mène l'opération militaire, tenir compte des rapports de force à l'interne au Liban. Et du point de vue des Libanais, est-ce que cette action sera soutenue ou pas ? Mohamed Rawaja, député et auteur de nombreux traités sur la stratégie militaire. Netanyahou tient un discours complètement contradictoire en réalité. D'un côté, il dit que c'est une opportunité historique pour l'expansion territoriale qui permettra de redessiner les frontières du Grand Israël, et de l'autre côté, il parle d'un danger existentiel. Mais soyons clairs, où est le danger existentiel sur Israël aujourd'hui ? Malheureusement, tous les États arabes aujourd'hui sont dans une position de capitulation, et ceux qui combattent, ils le font avec des moyens qui ne sont pas synonymes d'un danger existentiel, ni en Iran, ni au Yémen, et encore moins au Liban ou à Gaza. Même la Syrie, qui disposait avant du soutien de la Russie, n'était pas un danger existentiel pour Israël, qui est soutenu par les USA et qui dispose de l'arme atomique et d'une force armée supérieure à la somme de tous les pays arabo-musulmans de ses alentours. La Syrie mettait en œuvre la politique que la guerre derrière les murs en soutenant les mouvements de résistance libanais et palestiniens, c'était un passage, un corridor pour faire passer les armes. Aujourd'hui, la Syrie, malheureusement, fait partie désormais de l'autre camp. Il ne reste plus que ces combattants courageux à Gaza et au sud-Liban, sans minimiser le rôle central et important des frères yéménites. Mais il ne faut pas oublier que la Palestine est à 2000 km du Yémen, mais par la force des choses, elle reste limitée pour des raisons géographiques. Le Hezbollah va le 8 octobre faire un choix minimal, mais plus que symbolique malgré tout, celui de tirer sur les fermes de Sheba, un territoire libanais toujours occupé par Israël malgré son retrait en mai 2000 du pays du Cèdre, puis dans un second temps sur les collines de Kfar Shuba, avant d'attaquer strictement la zone frontalière. Voilà un premier affrontement depuis le cessez-le-feu de 2006, mais une démonstration qui reste limitée afin de rester sous le seuil de la guerre. En cela, par exemple, qu'en ne tirant que sur les fermes de Sheba, le Hezbollah ne tire pas officiellement sur Israël. Cette graduation permettait de penser que les USA ne s'impliqueraient pas et que la riposte serait également limitée. Pourtant, Israël va répliquer, et massivement, en bombardant le sud, mais aussi la Beka à l'est, et des villes densément peuplées, comme Saïda ou la région de Beyrouth, et en profiter pour assassiner des commandants du Hezbollah sur le terrain. Je pense qu'il a pu d'abord penser qu'effectivement, il se devait de venir en soutien au Hamas. Agnès Levallois. En raison de toutes les déclarations qui ont toujours été les déclarations de soutien du Hezbollah à la cause palestinienne, et donc de montrer qu'il ne rompait pas cet engagement de ce soutien à la cause palestinienne et donc à l'action menée par le Hamas. Et en même temps, en sachant que la riposte israélienne serait violente, puisque le Liban a déjà subi quand même des guerres menées par Israël, et que les Libanais savent à quel point la riposte ou les guerres menées par Israël peuvent être extrêmement violentes, que le souvenir de 2006 est là, mais que les circonstances ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en 2006, le Hezbollah, sa manière, s'est considéré comme vainqueur de cette guerre parce qu'il a réussi à faire partir les troupes israéliennes du territoire libanais. Mais là, il sait très bien qu'en allant en se présentant aux côtés du Hamas, la riposte serait terrible et qu'une partie des Libanais ne souhaite pas du tout cet engagement du Hezbollah, ou du Liban en tous les cas, aux côtés du Hamas, puisque le Liban, à ce moment-là, est encore dans une crise
dans une situation extrêmement dramatique, que ce soit d'un point de vue financier, économique, social, et que donc les conditions ne sont, me semble-t-il, pas favorables du tout pour mettre encore plus en danger finalement le Liban, qui est déjà dans une situation extrêmement compliquée. Donc Hassan Nasrallah, qui est quand même avant tout un fin politique, se doit de mesurer la réaction entre, d'un côté, de ne pas se dédire par rapport à l'engagement vis-à-vis de la cause palestinienne, et en même temps de tenir compte quand même de la situation intérieure libanaise. En plus, il y a toute cette question quand même de la négociation qui est en cours avec Israël sur les frontières maritimes, ce qui voulait donc dire aussi des avantages économiques et financiers à retirer de cette délimitation permettant l'exploitation du gaz, et qui est une attente très forte de la part de tous les chefs communautaires ou politiques au Liban, avec ces retombées que chacun de ces chefs attend pour lui et pour sa communauté. Donc ça conduit, me semble-t-il, Hassan Nasrallah à être relativement prudent, à être cohérent avec son discours, mais en tenant compte quand même des contraintes intérieures libanaises. Mais les opposants, comme les supporters du Hezbollah, ont du mal à accepter cette stratégie de front de soutien. Pour les premiers, le parti de Hassan Nasrallah n'a pas à entraîner le Liban dans une défense de la Palestine. Pour les autres, il faudrait au contraire lancer la lutte finale. Le choix paraît bancal, et au sein du parti, on a du mal à justifier cette demi-mesure, car d'un côté, on pense qu'Israël va passer à l'action quoi qu'il se passe, et d'un autre, on veut préserver le Liban, et notamment les habitants du Sud, qui subiront les bombardements et risquent une nouvelle occupation israélienne. De la part des deux adversaires, d'ailleurs, entre l'Hezbollah et Israël, il y a cette idée, Michel Goya. Ok, devant cette attaque, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Côté israélien, il y a cette idée aussi de on va en profiter pour taper le Hezbollah, quoi, pour détruire finalement tous nos ennemis, et voire même simultanément, d'attaquer. Et puis après, on s'est dit, c'est quand même pas forcément très rationnel, on va quand même se faire un ennemi après l'autre, et on va, dans l'immédiat, contenir le Hezbollah, exercer une pression sur lui. Et puis du côté du Hezbollah, là aussi, il y a une grande incertitude. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se lance massivement dans cette attaque, ce qui aurait pu être très dangereux quand même pour Israël, de cette combinaison d'une attaque simultanée. Mais on se concentre sans doute, ce qui est, du point de vue stratégique, la plus mauvaise des solutions, d'adopter l'idée de participer, montrer qu'on est là, sa solidarité avec, on fait un peu le service minimum en lançant des attaques, des frappes sur le nord d'Israël, on va faire des actions de nuisance qui obligent d'ailleurs les Israéliens à fuir le nord d'Israël. Mais à mon sens, c'était la plus mauvaise stratégie, dans la mesure où, malgré tout, ils rentrent d'une certaine façon en guerre contre Israël, mais sans faire vraiment trop de mal à Israël. Et au bout du compte, au moins, ça donnera le prétexte à Israël de venir les réattaquer, au lieu de choisir, par exemple, de ne rien faire, dire, voilà, écoutez, non, cette guerre lancée par le Hamas ne nous concerne pas, et on fait rien, quoi. Ce qui aurait été après beaucoup plus difficile pour Israël pour attaquer. Mais voilà, donc ils choisissent cette solution un peu intermédiaire, un peu bâtarde, et puis finalement, ils vont le payer quand même très cher par la suite. Cette politique de limitation des risques constitue-t-elle une erreur d'analyse, ou bien au contraire, un grand recul et une grande maîtrise de la part d'un Hezbollah qui a voulu faire de la politique jusqu'au bout, sans se faire entraîner malgré lui dans un conflit qu'il savait sans issue, mais face auquel il ne reculait pas pour autant? La guerre, c'est l'exception, n'est pas la règle. Hussein Haj Hassan, député et ancien ministre du Hezbollah. Du moment que l'ennemi dépasse les frontières légitimes, les gens qui font la défense estiment quel est le niveau qu'ils doivent aborder pour se défendre. Dans cette guerre, à Gaza et au Liban, et en Irak, au Yémen, Israël a dépassé toutes les frontières. Et pardonnez-moi de vous dire que l'Occident n'a rien fait. Les gens qui portent le slogan des droits de l'homme, j'espère qu'ils laissent complètement ce slogan. Parce que
Ce que Israël a fait, c'est comme... supposons qu'un autre pays l'a fait. La Russie, par exemple. Moi, j'ai entendu quelqu'un de français depuis quelques jours qui dit « Pourquoi nous avons puni comme ça la Russie et non pas Israël? Pourquoi ?» Il y a des Français qui ont posé cette question. Pourquoi cette guerre, entre guillemets, diplomatique, politique, médiatique, humaine contre la Russie et pas contre Israël? Parce que Israël, c'est le bébé, excusez-moi de le dire, le bébé de la civilisation occidentale, malheureusement. Il y a l'Holocauste qui est toujours présent dans la mémoire. L'Holocauste qui a été fait dans notre région, comment la civilisation européenne accepte? Pourquoi la majorité de la classe politique européenne, qui est sensible à l'Holocauste commis par les nazis, est insensible à l'Holocauste commis par Israël, qui a bâti toute son idéologie sur l'Holocauste? C'est quelque chose d'inacceptable, incompréhensible. C'est pourquoi dans la dernière guerre, ils ont attaqué des civils, ils ont attaqué des bâtiments, des infrastructures. La famine à Gaza, comment elle peut être expliquée? Comment? La famine est un outil de guerre actuellement. La famine est un outil de guerre. C'est acceptable, ça? Comment ils peuvent dormir le soir? Les présidents, les chefs de gouvernement, les ministres, les diplomates, les juges. Car l'on sait, avec la guerre de 2006, mais aussi avec les guerres successives contre Gaza en 2009 et jusqu'en 2021, ce dont Israël est capable. Elle a d'ailleurs nommé une de ses doctrines d'Arié, du nom de la banlieue sud de Beyrouth, que nous évoquions comme fief du Hezbollah. Cette doctrine prône un usage de la force disproportionné au cours de représailles contre des zones civiles qui serviraient de base à des attaques notamment via des lanceurs de roquettes ou de missiles. Il s'agit de ne plus faire la distinction entre civils et militaires, ce qui est contraire au droit humanitaire, comprendre le droit de la guerre. Cette doctrine a été formulée à la suite de la guerre de 2006, auquel nous faisons référence souvent dans cet épisode, par le général israélien Gadi Eisenkot. La banlieue sud, densément peuplée, avait été rasée par les bombardements israéliens lors de ce conflit. Le but déclaré serait d'établir une dissuasion face à un contexte de guerre asymétrique en milieu urbain, contre lequel un État doté de l'arme nucléaire n'a pas vraiment les moyens d'agir en réalité, et encore moins de vaincre, comme nous le prouve le résultat en termes d'objectifs militaires et politiques, la guerre de 2006. Pour le Hezbollah, la mise en application de cette doctrine en 2023 paraissait trop lourde à assumer. Est-ce que le Hezbollah a mesuré qu'Israël irait aussi loin dans la bande de Gaza? Agnès Levallois. Peut-être pas, mais je crois que personne n'a mesuré. Tout le monde savait que la riposte serait absolument terrible. De là à ce qu'elle atteigne les proportions qui ont été celles utilisées par l'armée israélienne, sûrement pas. C'est cette discussion au sein de l'état-major israélien pour savoir s'il faut riposter tout de suite au Liban ou est-ce qu'il faut quand même concentrer toutes les forces sur la bande de Gaza. Et on va voir que l'attaque contre le Liban va venir en gros 1 an plus tard, parce que c'est le résultat effectivement de discussions et de tensions au sein même de l'armée israélienne pour savoir s'il faut ouvrir les 2 fronts ou est-ce qu'il faut se concentrer sur le front de Gaza et dans un deuxième temps aller vers le front libanais. Contrairement donc à ce que l'on pourrait penser, le Hezbollah n'attend pas la moindre occasion pour passer à une guerre totale de destruction d'Israël. Il est conscient de ses propres limites et du contexte, aussi bien interne au Liban que régional, et de la géopolitique internationale. Jawad, officier supérieur du Hezbollah. Un jour, nous étions, moi et ma famille, en train de regarder la télévision, et les membres de ma famille m'ont posé la question suivante. Pourquoi le Hezbollah ne fait pas plus pour Gaza, pour les aider? J'ai alors posé la question suivante à mon épouse. Je lui ai dit, est-ce que tu es prête à ce que tes enfants soient tués comme leurs enfants le sont? Que ta maison soit détruite comme leur maison? Que tu aies faim comme ils l'ont faim? Que tu n'aies plus rien comme eux?
Elle m'a répondu « Oui ». Je lui ai dit « Ce jour viendra ». Ce qui arrive à Gaza, on ne peut pas rester muet face à ce qui arrive à Gaza. La décision la plus importante dans toute l'histoire de Hezbollah, dans toute l'histoire de la résistance, c'est la décision de porter secours au peuple palestinien durant la guerre, malgré tout ce qui nous est arrivé. Le Hezbollah, qui connaît très bien son ennemi, a par exemple étudié l'ouvrage publié par l'Institut d'études de sécurité nationale de l'Université de Tel Aviv intitulé « Force disproportionnée, le concept de réponse d'Israël à la lumière de la Seconde Guerre du Liban » du colonel Gabi Siboni de l'armée israélienne. Il en comprend les enjeux appliqués à cette guerre de 2023. Mais s'il pense qu'Israël va attaquer le Liban, il s'implique aussi pour défendre le territoire et combler les faiblesses de l'État libanais, qui est dans l'impossibilité matérielle et politique de se défendre. Mais nous y reviendrons dans les épisodes suivants. Général Abinader, ancien responsable du renseignement militaire libanais. Le Hezbollah, dès le départ, est un mouvement de résistance. Lorsqu'on parle de résistance, on parle d'une action défensive. Dans l'action de résistance, il y a des fois des actions préventives ou des actions de riposte. L'objectif étant de dissuader la partie adverse d'attaquer le Liban en faisant une démonstration de force, comme en utilisant, par exemple, les missiles ou les roquettes. Le Hezbollah a toujours agi de manière clandestine, afin d'assurer le succès de son action, mais il agissait loin des civils et sans être en contact avec le gouvernement, pour ne pas embarrasser le gouvernement libanais. Il y avait une certaine autonomie d'action, qui faisait que le gouvernement libanais ne pouvait pas être incriminé si le Hezbollah menait des actions. Et le Hezbollah disposait d'une marge d'autonomie qui faisait que c'était lui qui était responsable de ses actions. Pas d'autres instances, pas le gouvernement, pas l'État. Le Hezbollah souhaite donc soutenir Gaza et le peuple palestinien sans engager le Liban dans un affrontement qui serait terrible pour lui et qui n'est pas le choix du gouvernement, qui n'aurait pas les moyens, par exemple, de venir en aide à sa propre population ou de reconstruire les habitations et les infrastructures du pays, routes, ponts, ports et aéroports par la suite. Jawad, officier supérieur du Hezbollah. Comment la décision fut-elle prise? La décision fut prise de mener d'abord une opération contre les positions israéliennes situées dans la zone des fermes de Chabra, qui est un territoire libanais occupé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une appréciation chez le Hezbollah qui consistait à dire que nous devons participer, mais que nous devons le faire tout en respectant un certain nombre de critères. Gardez en tête ce que sont les objectifs de cette participation. C'est d'alléger la pression de l'armée israélienne sur Gaza en captant une partie de la réponse armée et ne pas leur permettre de concentrer l'ensemble de leurs capacités aériennes terrestres sur Gaza. Donc, nous avons voulu accomplir notre devoir à la fois religieux, national et essayer d'empêcher la guerre. Ce sont ces trois considérations que le Hezbollah a pris en compte lorsqu'il a agi en octobre 2023. Et ceci, paradoxalement, nous a imposé un régime de bataille, si on s'exprimait ainsi, un régime de bataille auquel nous n'étions pas préparés. Mais avant de nous pencher sur le degré d'engagement, encore faut-il comprendre ce qui poussa le Hezbollah à tout simplement accepter un début de confrontation avec un ennemi hégémonique, quitte à perdre de nombreux militants, voire perdre tout court. À l'heure où je réalise ce podcast, le chef d'état-major de l'armée française, le général Fabien Mondon, réclame que la France soit prête d'ici 4 ans à perdre des enfants, en évoquant l'éventualité d'un conflit ouvert avec la Russie. Le Hezbollah, et la comparaison s'arrête là, fut, par solidarité, prêt à tout perdre pour Gaza en 2023. Non, on voit bien que là, ce sont quand même des sunnites qui sont frappés, c'est la cause palestinienne, mais la cause palestinienne a toujours été... Olivier Masse, ancien officier et chef de poste de la DGSE à Beyrouth. Utilisée ou mise en avant par le Hezbollah. Et donc, il y a une petite solidarité qui se fait, mais il y a petit niveau. C'est-à-dire que c'est quand même le Hezbollah, pour ne pas perdre complètement face, envoie des missiles, mais en petite quantité. Et on voit bien qu'ils sont gênés en disant qu'il faut qu'on agisse, il faut qu'on marque notre soutien à la cause palestinienne, parce que là, ils sont attaqués durement. Donc on réagit, mais on sent bien que
à ce moment-là, dans cette période-là, le Hezbollah ne veut pas être entraîné dans une guerre totale contre Israël. Et donc, on sent, en tout cas c'est ma perception moi, des événements à ce moment-là, que le Hezbollah ne veut pas la guerre. Et donc le Hezbollah fait le minimum acceptable pour envoyer quelques missiles, mais sans jamais dépasser les bornes. Simplement, ça ne va pas suffire. Et quand je passais au Liban à ce moment-là aussi, j'avais des retours en interne qui disaient enfin côté libanais, que de toute façon les Israéliens voulaient la guerre et que la guerre allait avoir lieu, mais plus par le fait d'Israël. Et effectivement, depuis l'invasion ratée du Liban par Israël, l'armée de Tsahal s'est dit a monté depuis plusieurs années une opération de vengeance en disant ça y est, le Hezbollah, on va se le payer. Et donc, il y a eu une patiente montée en puissance en termes d'opération de renseignement pour être prêt le jour où il faudrait pour se venger un petit peu de cet échec qu'avait connu l'armée israélienne. Le Hezbollah fait donc face à un dilemme et il y a plusieurs façons d'y répondre. L'un paraît peut-être évident, mais il y a un engagement religieux et moral de la part des révolutionnaires islamiques, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, qui ont d'ailleurs un lien très fort avec la Palestine. Il était important que, sur le plan politique, Rafi Madayan, ancien responsable du Parti communiste libanais, docteur en sciences politiques, analyste spécialisé sur les relations internationales, qu'un parti qui était accusé d'être islamique et chiite, khomeiniste, de la part de ses adversaires, qu'il a combattu en défense d'une résistance islamique des frères musulmans, qui est le Hamas, et sunnite, c'est-à-dire que le parti chiite, Hezbollah, a combattu pour défendre la résistance sunnite palestinienne. Ça, sur le plan politique, c'était très important, et même idéologique. C'est-à-dire que le Hezbollah libanais était un mouvement de résistance nationale libanaise et arabe, régionale, qui défendait la cause palestinienne. Donc, ce n'était pas parce qu'il était chiite ou sunnite qu'il combattait Israël. Il combattait l'entité zioniste parce que c'était une entité d'apartheid, d'entité occupante. C'était ici cette spécificité de la résistance de Hezbollah sur le plan politique, qui a combattu, qui a défendu la cause palestinienne, la cause de la Quds, de Jérusalem, pour la libération de Jérusalem, défendre la cause de la Terre Sainte, et qui a défendu le peuple palestinien parce que la théologie ou l'idéologie de Hezbollah chiite, c'est la défense des opprimés, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, sunnites ou chiites. Le Hezbollah a mené une guerre depuis 8 octobre 2023 pour aider le front de Gaza. Mais en même temps, il a organisé un front militaire qui n'était pas général, c'est-à-dire qu'il n'a pas utilisé tous les types d'armements qu'il existait chez la résistance libanaise. C'était un low-intensity conflict pendant les quelques premiers mois de la guerre dans la région. Au-delà des raisons politiques, il s'agirait donc cette fois d'un devoir, quitte à mourir sur le chemin de Jérusalem, ce qui constituera l'expression employée à partir de cette date pour rendre hommage aux martyrs du mouvement qui vont périr dans cette confrontation. Jawad, officier supérieur du Hezbollah. Nous avons appris ce qui arrive à Gaza. Nous aurions dû ne pas prendre position. Regardez ailleurs. Car sur un plan idéologique, s'agissant de nos convictions quant à la position islamique, on ne serait pas musulman si nous ne prenions pas position pour Gaza. On ne serait pas chiite. Ali n'accepterait pas que nous ne prenions pas position. Et par ailleurs, sur le plan humain, est-ce que notre humanité nous permet d'accepter ce qui arrive à Gaza? L'imam Ali disait, il y a deux types d'humains, des frères de religion et des frères d'humanité. Qu'est-ce qui lie les Espagnols, les Français, les Italiens
Même aux États-Unis, tous ces millions de personnes qui manifestent pour Gaza, quelle est leur raison? Qu'est-ce qui motive ces militants qui prennent la mer, qui constituent des flottilles, qui se mettent en danger? En réalité, c'est honteux de poser la question sur les causes de notre intervention. Je ne te dis pas ça à toi, je dis ça à ceux qui posent cette question. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui dans une époque où celui qui agit dans la bonne direction est incriminé, et ceux qui devraient être en position d'accuser sont ceux qui ne soutiennent pas à Gaza, quelle que soit la raison qu'ils n'invoquent officiellement. Le génocide, voir des enfants qui meurent de faim, c'est quelque chose d'inimaginable à tout point de vue. C'est pour cela qu'il n'y a pas eu d'hésitation de la part de la direction de Hezbollah et du secrétaire général Saïd Hassan. D'un point de vue musulman, je suis très heureux qu'on ait eu cette direction et le Saïd le rappelait à nos membres, un jour, nous serons devant Dieu et il nous posera la question. Qu'est-ce que vous avez fait pour Gaza? Ce sujet, sur un plan émotionnel et sur le plan de ma foi, de mes croyances et de mes valeurs, est très grand pour moi. Il me dépasse. Si la question religieuse, voire morale, semble en effet avoir pesé fort dans la décision d'ouvrir un front de soutien, ces convictions ne doivent pas cacher les motivations politiques et militaires qui faisaient que pour Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, il était encore temps de faire renoncer Israël à sa guerre régionale, dont il était persuadé qu'elle viendrait, que le Hezbollah soutienne ou non la Palestine, en cherchant à pousser la communauté internationale à s'impliquer afin de régler notamment la situation de Gaza. Il s'agissait donc de mettre en place le contexte d'une négociation plus large, afin de faire stopper d'abord l'offensive sur Gaza et de contraindre Israël à négocier. L'idée aussi, je pense, c'était de donner un sentiment aux Israéliens d'encerclement. Aurélie Daher, chercheuse spécialiste du Hezbollah. Il y a eu aussi donc la présentation d'un nouveau arsenal militaire parce que par rapport à 2006, voilà, la portée des roquettes du Hezbollah a quand même beaucoup évolué. En 2006, les roquettes du Hezbollah, les Katyusha, n'allaient pas au-delà de Haïfa, c'est 70 km grosso modo de profondeur. Là, en 2023, on est sur quelque chose de différent puisque le Hezbollah nous fait comprendre d'abord qu'il a des roquettes qui peuvent atteindre, cette fois-ci, dont la portée peut atteindre le sud d'Israël. Le Hezbollah aussi nous a présenté des drones, le fameux Hod-Hod en juin 24, qui vont passer plusieurs heures dans l'espace aérien israélien sans jamais être détectés. Ils vont revenir avec des images très précises de cibles stratégiques militaires israéliennes. Donc l'idée, c'est aussi de faire comprendre aux Israéliens que désormais tout le territoire israélien est à la portée de l'axe de la résistance. On est plutôt dans une espèce de tentative de rééquilibrer la terreur, j'ai envie de dire, de forcer les Israéliens à faire marche arrière en leur disant mais vous êtes encerclés et tout votre territoire est à notre portée. Car à défaut de pouvoir faire une démonstration de force et de pouvoir convaincre les responsables militaires et politiques israéliens directement, le Hezbollah au nord, le Hamas au sud et les Houthis yéménites qui vont rentrer dans la bataille au fur et à mesure, en attaquant notamment des navires commerciaux en mer Rouge à l'aide de missiles et de drones, pensent pouvoir convaincre l'opinion publique israélienne et occidentale qu'il faut négocier. Le parti de Hassan Nasrallah mise beaucoup sur la dimension des otages et sur le poids des civils israéliens déplacés du nord, soit 60 000 personnes alors menacées par les roquettes du Hezbollah dans cette équation économico-humanitaire. À partir des données qu'on a, à partir à la fois des discours et de ce que fait le Hezbollah sur le terrain, je ne suis pas persuadée que le Hezbollah, en octobre 23, lise les choses d'une manière complètement différente de 2006. C'est-à-dire qu'effectivement, Nasrallah a été surpris par le refus israélien de négocier en 2006. Ils avaient bien dit qu'ils ne voulaient pas d'escalade, qu'ils avaient... Dès le matin de l'enlèvement, contacter les Allemands. Effectivement, Nasrallah a dit on aurait su, on se serait retenu. Ça ne veut pas dire que du coup, en octobre, il a changé d'avis. En octobre 23, il a changé d'avis. Je pense qu'il pensait
là encore, il allait pouvoir maintenir quelque chose, à faible intensité, surtout qu'il n'y est pas allé tout seul. Donc il y a ce qu'on a appelé l'axe de la résistance. On a plusieurs, partis, réunis autour, de l'Iran, de la cause palestinienne au Moyen-Orient. Donc on a vu plusieurs partis, apporter leur soutien, aux Palestiniens. D'ailleurs Nasrallah était très clair là-dessus. Il a clairement dit, «On n'est pas là pour faire le boulot à la place des Palestiniens. Il ne s'agit pas, de remplacer les Palestiniens. Il s'agit, de leur apporter un soutien». Et il est vrai que cela semble fonctionner, car à l'époque, même le département d'État états-unien estime qu'une solution diplomatique est la bonne façon, et la seule façon d'ailleurs de ramener le calme dans le nord d'Israël. Les USA ne sont pas les seuls à plancher sur un plan pour parvenir à une trêve à Gaza. Ils s'appuient sur des partenaires régionaux. Le premier, l'Égypte, parce qu'il est mitoyen et en paix avec Israël, et qu'il dispose d'un service de renseignement qui connaît très bien les Palestiniens et qui collabore régulièrement avec les Israéliens dans les cas notamment de prise d'otages. L'autre, à Doha, au Qatar, qui finance, par proximité idéologique, les islamistes du Hamas, et qui abrite d'ailleurs la direction politique du mouvement palestinien, notamment Ismaël Haniyeh ou Bassem Naïm, l'ancien ministre de la Santé. Ce plan sera pourtant vite écarté, notamment par le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, qui précise « L'action militaire contre le Hezbollah est le seul moyen de garantir le retour des habitants du nord d'Israël dans leur foyer ». C'est ce qu'il va dire à un émissaire américain, Amos Hochstein, en visite en Israël à cette époque. Je pense que surtout l'erreur de calcul, parce on s'est bien rendu compte finalement que cette stratégie n'a pas été en tout cas bien pensée. En tout cas, ça n'a pas suffi pour convaincre les Israéliens. Mais je pense que l'erreur d'estimation de Hassan Nasrallah en 2023, c'est qu'il n'a pas vu l'évolution des sociétés occidentales entre 2006 et 2023 et des gouvernements occidentaux. C'est-à-dire que lui, il avait fait aussi un pari, ce qui était que la France en particulier allait intervenir, ainsi que les pays, on va dire, occidentaux qu'il estimait, qu'il qualifiait les pays occidentaux raisonnables, je mets raisonnable entre guillemets, voilà, donc plutôt adepte de la diplomatie contre l'usage excessif de la force. Il s'attendait en fait à voir des Jacques Chirac arriver à la fois, voilà, de la France, je sais pas, Allemagne, Autriche, Espagne, Irlande, et peser de tout leur poids face aux États-Unis, face à Israël, pour dire bon, maintenant ça suffit, vous avez eu votre vengeance pour le 7 octobre. Maintenant, on fait comme d'habitude, on se retrouve à l'ONU et on vote une résolution. Ce qu'il n'a pas vu arriver, et je pense qu'au demeurant, il n'a pas été le seul, ça a été le blanc-seing complet de à la fois l'Europe et l'Amérique du Nord à l'action israélienne et à la politique maximaliste d'Israël. Ça, il n'avait pas prévu, et ça a eu évidemment les conséquences désastreuses que l'on connaît à la fois pour les Palestiniens et puis aussi pour les Libanais. On notera à ce stade du récit l'importance de la planification pour mener une guerre. Celle de 2006, à n'en pas douter, avait dû être préparée durant de longues années par le chef militaire du Hezbollah à l'époque, Imad Mournier. Et la prochaine guerre que souhaitait mener le Hezbollah devait aussi être en cours de planification dans les bunkers du sud de Beyrouth, aux côtés sûrement de responsables de la force Al-Quds des gardiens de la révolution islamique. Mais cette guerre de soutien se trouve être très loin des plans initiaux et des ambitions de l'état-major de l'axe de la résistance. Jawad, officier supérieur du Hezbollah. Nous étions en train de nous préparer à la guerre d'une autre manière, à un autre moment, sur un terrain différent. Il y a eu des développements à plusieurs reprises, et à chaque fois, nous n'avons pas utilisé ce que j'appellerais les centres de guerre qui étaient préparés pour l'affrontement que nous envisagions alors. Et donc, nous étions préparés à une guerre, nous sommes là-dedans une autre guerre, une guerre de soutien, un autre type d'armement, des zones différentes, etc.
Nous n'avons utilisé ni les centres de la guerre, les positions militaires que nous avons construites en vue d'une grande guerre, ni les systèmes d'armes dont nous nous étions dotés pour mener la grande guerre, ni même les tactiques militaires de cette grande guerre. Nous avons été sur un terrain de bataille auquel nous n'étions pas préparés, parce que la forme de la bataille était différente. Et ceci nous a coûté un prix très important en matière de vie humaine, de vie de frères tombés. Mais paradoxalement, nous avons tiré des conclusions importantes sur le plan militaire. Nous avons pu réaliser des succès et durant certaines périodes de la guerre de soutien, nous étions en position d'initiative et l'ennemi, lui, était en position de réaction. Mais nous n'avons pas eu besoin d'un laps de temps très long pour nous adapter à la nouvelle forme de la guerre. Là, je parle globalement, s'agissant de la bataille de premier rang. Et plus le conflit avance, plus Israël semble mener effectivement cette guerre à sa main. Mohamed Rawaja, député et auteur de nombreux traités sur la stratégie militaire. Gabi Eskenazi, ancien chef d'état-major et ancien membre du gouvernement actuel, a dit dans un entretien avec le quotidien Eyonot Aronot le 18 décembre 2023 que le 10 octobre, soit le 3e jour de la guerre, il a empêché une décision au sein du cabinet israélien défendu par Netanyahou de déclencher le 10 une guerre contre le Liban. Et je suis convaincu qu'Israël allait mener une guerre d'agression contre le Liban, que le Hezbollah participe ou pas au conflit en cours. Il faut se rappeler qu'à l'époque, l'armée israélienne a rappelé 360 000 soldats. Si on fait le calcul, ça fait plus d'un demi-million de soldats en incluant les réservistes. Ils n'ont pas besoin d'un demi-million de soldats pour faire la guerre à Gaza. Gaza, c'est 350 km². C'est vrai que le peuple palestinien est particulièrement combatif et déterminé. Mais ils n'ont pas besoin. Ils ont besoin au maximum d'environ 200 000 hommes et non pas 2 millions. Pourquoi ils ont fait appel aux réservistes ? Il faut d'abord se rappeler des vérités basiques. Faire appel aux réservistes, ça signifie des emplois. Des gens qui ne vont pas à leur travail, ça signifie que l'État doit payer des salaires. Il est connu que l'appel aux réservistes, c'est ce qui vide les caisses de l'État. C'est environ 250 millions de dollars par jour payés par l'État d'Israël en compensation de cette réserve. Il faut prendre en compte tous ces éléments et comprendre que ce type de décision n'est pas innocent. Il faut se rappeler aussi que tous les fronts, toutes les frontières alentour de la Palestine sont des frontières calmes, à l'exception de la frontière libanaise, depuis plus de 50 ans. Moi, en tant que chercheur, lorsque je vois ce type de mobilisation, de moyens, je ne peux que conclure que l'objectif est d'attaquer le Liban, bien plus que de faire la guerre à Gaza uniquement. Personne n'avait prévu, ni en Israël, ni au Liban, que cette guerre allait durer plus de 2 ans, et peut-être durer encore bien plus que 2 ans. L'Iran ne souhaitant pas que le reste de l'axe ne rentre dans la bataille, exception faite des Houthis au Yémen, qui semblent avoir plus d'autonomie et une grande solidarité pour la Palestine. Mais à ce moment, personne au Hezbollah ne semble comprendre que la guerre durera et se jouera sur un gain technologique qui vient bouleverser la guerre asymétrique que l'axe de la résistance souhaite mener à l'image du Hezbollah depuis sa création en 1982. À ce stade, nous avons donc établi que le Hezbollah a voulu, le 8 octobre, s'engager auprès du peuple palestinien et du Hamas à Gaza, afin de le soulager dans cette guerre qui ne faisait que débuter. Le rappel des 360 000 réservistes pouvait laisser imaginer être destiné à intervenir quel que soit le choix de Hassan Nasrallah contre le Liban, en appliquant une doctrine d'utilisation d'une force disproportionnée contre le pays, et qu'en signifiant sa volonté de ne pas reculer dans une logique d'encerclement d'Israël, le Hezbollah souhaitait en fait limiter, voire empêcher ce conflit et protéger le Liban. L'épisode 3 de ce documentaire nous permettra de revenir sur l'évolution politique et militaire du Hezbollah, aussi bien sur un plan tactique que stratégique, et sur le rôle joué par Hassan Nasrallah depuis 1992, son charismatique secrétaire général, ou encore Imad Mournier, son chef militaire assassiné peu de temps après la victoire de 2006.